Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. On va parler de stratégie de portefeuille, de profil d'investissement et de comment répartir l'argent que tu veux investir sur tel ou tel projet crypto. Évidemment, on est sur une chaîne crypto, donc on va se focus sur la crypto. On pourrait parler d'actions et d'autres produits financiers qui m'intéressent, mais ça va pas tellement être le sujet ici, même si vous allez voir qu'on peut s'aider des autres marchés pour se repérer. On va aussi se focus sur l'investissement. Le trading court terme ne nous intéresse pas dans cette vidéo parce que c'est un art que je ne maîtrise pas et qui ne m'intéresse pas pour être honnête. Le premier point auquel il faut faire attention, c'est que selon ton profil d'investisseur, ton allocation peut plus ou moins dépendre de la macro. Selon ton horizon d'investissement, si tu es plutôt moyen ou long terme, ton portefeuille ne va pas s'adapter de la même façon au cycle économique. Un investisseur très long terme qui croit dans les cryptos dans une vision de plus de 10 ans, sans vouloir y accorder trop d'importance, ne va pas forcément chercher à gérer activement son portefeuille et à calibrer ses positions régulièrement. On serait plutôt ici sur une stratégie de buy and hold, en choisissant des projets solides fondamentalement qui ont une probabilité plus élevée que la moyenne d'être encore là dans 10 ans. On peut penser évidemment à des actifs comme Bitcoin en majorité. J'irai pas forcément sur Ether au vu de la situation actuelle qui est très complexe. C'est vraiment difficile d'avoir une vision long terme sur Ethereum en ce moment. Après, si tu as l'intime conviction que le token va retrouver de la force, alors libre à toi. Mais on va aussi pouvoir introduire des tokens solides qui sont rentables et qui arrivent à s'auto-financer. C'est un critère important, puisqu'ils n'auront pas de problème de financement à tenir dans le temps sans avoir à être inflationniste comme pas possible parce que ça détruit petit à petit la valeur du token. Les exemples sont nombreux. Si on prend Starknet par exemple, la charte parle d'elle-même, comme à peu près tous les tokens de Layer 2 d'ailleurs, qui ne valent pas grand chose. Donc ici, on va essayer aussi de se focus sur des tokens qui capturent des revenus. On cherche aussi des projets qui ont un atout qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui ne sont pas facilement remplaçables, avec une expérience d'au moins un cycle pour être sûr que leur métrique ne repose pas seulement sur de la hype. Je te donne des exemples sans que ce soit des conseils, mais on a AAV qui remplit ces critères, qui est vu comme la sécurité pour faire du lending tout en restant à jour en termes de tech, avec une génération conséquente de revenus qui sont en partie redistribués. Tu peux voir que par an, ils dépensent à peu près 60 millions de dollars, et qu'en revenu annuel, ils sont pratiquement au double. Donc devrait pas y avoir de problème, tous les service providers seront payés, et le protocole ne va pas crouler sous les dettes. On a aussi Pendle, qui est super utile en ce qui concerne le yield, et qui n'a pas fini d'évoluer avec Boros et Zenith qui arrivent prochainement, tout en ayant une inflation contrôlée, et une redistribution de ce que génère le protocole au token holder. Tu peux voir que si tu bloques tes jetons, tu peux monter jusqu'à 26% annuel, et ça va dépendre aussi du marché, puisqu'en bull market, ces chiffres sont dopés, et en bear market, c'est l'inverse, ils sont plutôt sous-évalués. Pour quelqu'un qui va avoir une approche un petit peu plus moyen terme et donc plus cyclique par définition, les choses changent légèrement. Ici, la hype va avoir plus d'importance puisque tu alloues ton portefeuille avec des projets qui ont la tendance sur ce cycle. Ça s'adresse aux gens qui veulent passer plus de temps dans l'écosystème crypto, faire des recherches et être au courant des tendances de marché. On ne va pas non plus mettre n'importe quoi dans son portefeuille, c'est pas le but, du moins c'est ce que je pense, mais on va pouvoir prendre un petit peu plus du risque en introduisant plus de tokens avec des métriques peut-être un peu plus fragiles et avec moins d'historique. On peut penser à des projets comme Fluid ou Hyperliquid qui sont apparus ce cycle et qui ont déjà des fondamentaux solides avec des bonnes métriques, mais qui n'ont pas encore beaucoup d'historique. Même si Fluid, on peut dire que c'est la même team qu'Instadapp, c'est pas les mêmes contrats derrière. Si tu arrives à saisir les tendances, tu peux même aller explorer autre chose, comme les NFT qui ont eu un regain ce cycle, ou encore les mêmes coins si tu aimes spéculer sur les tendances éphémères type agent IA. Et là, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience, qui ont déjà un cycle dans les jambes, et qui vont savoir comment articuler tout ça. Et d'ailleurs, justement, la gestion cyclique peut être un élément hyper important. Évidemment, c'est toujours impossible de timer parfaitement le marché, en revanche, il y a quand même des moments plus propices que d'autres. Par exemple, avec Trump et ses tarifs récemment, ça crée énormément d'incertitudes, et le marché déteste ça. Et c'est les actifs risqués qui perdent en premier, donc les cryptos et les actions. Mais quand même les cryptos avec un delta plus important. Sur les actions, c'est différent car les meilleurs vont peut-être perdre 30-40% au maximum. En crypto, d'un cycle à l'autre, c'est moins 80% si c'est pas plus sur les altcoins. Pendant ces périodes, c'est en général plus adapté d'avoir une bonne partie de son portefeuille en stablecoin ou en or qui bénéficie de l'incertitude puisque c'est la réserve de valeur par définition. Il y a même moyen de s'exposer à l'or via la crypto, via Pax Gold par exemple, qui réplique le prix de l'or en tant que token crypto. C'est ce que tu vois ici. D'ailleurs, on s'aperçoit que la courbe est quand même sacrément verticale et ça va pas continuer comme ça longtemps. Plus tu veux un portefeuille risqué, plus tu vas allouer des altcoins dedans. Un portefeuille de père de famille aura souvent plus de bitcoin et c'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs des portefeuilles qui ont surperformé beaucoup de portefeuilles altcoins ce cycle, donc ce n'est pas du tout une mauvaise allocation. Ton allocation de portefeuille va aussi dépendre de là où tu es spécialisé en crypto. Si ton truc c'est la DeFi, c'est logique que ta part altcoin soit plus importante dans ce domaine car c'est là où tu as le plus de connaissances. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une vidéo, mais ne pas avoir de bitcoin a été l'une de mes plus grosses erreurs de ce cycle. Tu peux aussi suivre tout un tas d'indicateurs cycliques plus ou
moins cohérents, mais il faut faire attention parce qu'au final, on peut un peu leur faire dire ce qu'on veut si on les prend individuellement comme ça nous arrange. Si tu veux, je pourrais te faire une vidéo sur les indicateurs que je préfère, même si je suis pas un grand expert, ça m'aide quand même dans mon allocation de portefeuille. En tout cas, quelque chose qui est sûr, c'est qu'une bonne idée, c'est aussi de diversifier son portefeuille. Même pour quelqu'un qui est spécialiste en DeFi, c'est pas une mauvaise idée d'avoir des tokens d'autres catégories. Ça permet de faire en sorte que si jamais la DeFi ne performe pas, alors tu es quand même exposé à d'autres narratives qui, eux, peuvent aller un peu plus haut. Typiquement, on a beau dire qu'Hyperliquid c'est de la DeFi, bon, ça se rapproche pas non plus de certains protocoles. La plateforme en elle-même est une plateforme de perpétuel, du coup je range plus le jeton dans la catégorie perpétuelle. En fait, pour moi, le jeton Hyperliquid se rapproche plus du BNB pour Binance, puisque ça répond à peu près à la même chose, une plateforme de perpétuel sur laquelle tu peux trader, avec un écosystème, une chain derrière. En l'occurrence pour Binance c'est la BNB chain, et pour Hyperliquid c'est l'HyperEVM. Personnellement, jouer les tendances, c'est pas un truc que j'arrive bien à faire, à part peut-être en DeFi, mais en tout cas, j'avoue que j'arrive pas à investir dans des tokens qui n'ont pas de fondamentaux solides ou qui n'existent pas depuis un moment. En fait, l'exemple parfait pour ça, c'est Berachain, qui est un token de blockchain, mais qui était aussi un token de DeFi, puisque c'était une blockchain faite entre guillemets pour la DeFi. Certes, on a un écosystème qui s'est développé énormément et qui a attiré énormément de monde, et je dis pas que tout est acheté, au contraire, c'est un bon projet. Simplement, je me voyais pas investir dans le token puisqu'il n'est pas assez récent et qu'il ne génère entre guillemets aucun revenu et que le token sert pas à grand chose mis à part générer des pourcentages et payer les frais de transaction de la blockchain. Après, c'est encore une fois difficile puisque c'est pas un token purement DeFi, donc le projet derrière n'est pas destiné à générer du revenu, c'est pas comme une plateforme de lending qui, elle, va générer des revenus sur les prêts et emprunts des utilisateurs et qui va peut-être les redistribuer aux détenteurs du token. Ici, c'est pas ça du tout, on est sur une blockchain, donc ça n'a pas le même modèle, et c'est aussi pour ça que je n'investis pas sur le long terme sur les tokens de blockchain, puisque je ne sais pas comment les évaluer. Est-ce qu'on les évalue par rapport à la TVL de la blockchain, à ce que ça sécurise comme asset, au flux financier qu'il y a sur la blockchain? C'est très difficile à définir puisqu'on n'a pas de revenus sur lesquels se baser. Et c'est typiquement ce qui se passe sur Ethereum, c'est qu'on ne sait pas comment le pricer, puisque Ethereum représente la sécurité, le layer 1 de settlement par excellence, mais derrière ça ne fait aucun revenu, et du coup, on n'a aucun repère pour le pricer correctement. Avant, on avait certes de l'inflation, mais on avait du mining, et on brûlait aussi des Ethers, ce qui permettait d'avoir peut-être une petite base, mais maintenant, depuis qu'il n'y a plus ce mécanisme, on n'a plus de base, on n'a plus cette base pour se repérer. Donc c'est très compliqué à évaluer, et c'est pour ça que j'ai réévalué ma thèse là-dessus, et je t'en parlerai dans la vidéo de mes plus grosses erreurs de ce cycle. En tout cas, pour conclure, je pense qu'il est important de trouver son profil investisseur, de savoir comment on aime investir, et pour ça, il faut tester. Il faut tester de trader, il faut tester d'investir et de produire des analyses à long terme, et seulement après, tu pourras définir ton profil d'investisseur. Puisque si tu connais ton profil, il sera bien plus facile de choisir des projets dans lesquels tu veux investir, puisque tu auras beaucoup plus de repères par rapport à tes propres critères. Et au final, il n'y a pas d'allocation de portefeuille parfaite. Il y en a un nombre incalculable autant qu'il y a d'investisseurs, puisque chaque allocation de portefeuille va être unique en fonction de ton profil. N'hésite pas à me partager comment tu réfléchis pour construire ton portefeuille dans les commentaires. Un petit peu plus tard sur la chaîne, je te ferai sans doute une vidéo de mon portefeuille, de ce que j'ai dedans et de comment je la loue. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de quand cette vidéo va sortir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.